Mais tu fais tout un plat parce que j'ai dansé avec d'autres mecs, a-t-elle déclaré après s'être frottée contre 3 hommes différents en boîte. Je l'ai laissé là. Je suis rentré, j'ai emballé toutes ses affaires et j'ai changé les serrures le soir même. Le lendemain matin, elle est arrivée avec la gueule de bois et a trouvé tous ses vêtements sur le pas de la porte, accompagnée d'un mot. Danse avec qui tu veux. Mais pas dans mon appartement. Il arrive un moment où l'on cesse d'aimer l'idée que l'on se faisait de l'autre. Et où l'on commence à voir qui elle est réellement. Ce moment ne fait pas de bruit. Il est silencieux. Et c'est précisément dans ce silence que j'ai pris la décision qui a changé le cours de cette histoire. Au fond, je crois que j'avais toujours su que j'étais l'option de sécurité pour Chloé. J'étais le mec qui payait le loyer de notre appartement de 2 pièces en ville. Celui qui veillait à ce que son assurance auto soit toujours à jour, qui préparait le dîner quand elle rentrait fatiguée, qui écoutait pendant des heures ses plaintes sur son boulot sans avenir dans le marketing, sans jamais me plaindre. J'étais stable, fiable et, selon Chloé, un amour. Mais dans le monde moderne des relations, un amour est souvent une manière polie de dire ennuyeux. Chloé avait 24 ans, 5 de moins que moi, et elle était terrifiée à l'idée de passer à côté de sa vie. Elle avait une énergie frénétique, un besoin constant d'être vue, validée, désirée par des inconnus. Elle vivait sa vie à travers les stories Instagram et les tendances TikTok. Quand nous étions seuls à l'appartement, tout était parfait. Elle était affectueuse, drôle, posée. Mais il suffisait que nous sortions en public ou qu'elle rejoigne ses amis célibataires pour qu'elle change complètement. Elle devenait une performeuse, et moi, un simple accessoire, quelqu'un qu'elle traînait pour porter son sac pendant qu'elle brillait. La tension montait depuis des mois. Au début, c'était des petites choses. Elle postait des photos suggestives sur les réseaux, des photos en maillot de bain que je n'avais jamais vues, avec des légendes sur le fait d'être indomptable. Quand je lui en parlais, elle roulait des yeux. C'est juste pour l'algorithme, Marc. Tu es trop insécure. Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose avec les mecs en message privé. Je laissais couler. Je voulais être le petit ami cool, compréhensif. Je ne voulais pas être le mec plus vieux et contrôlant qui étouffe sa jeunesse. J'ai avalé mon instinct, qui hurlait qu'une femme dans une relation sérieuse ne devrait pas chercher l'attention de centaines d'hommes inconnus. Puis Jessica est arrivée. Jessica était la meilleure amie de Chloé depuis la fac, célibataire depuis peu après s'être faite plaquer par un type de la finance, et déterminée à vivre son été de fille célibataire, en plein mois d'octobre. Jessica était toxique. De ces personnes malheureuses qui ont besoin que tout le monde autour le soit aussi, juste pour ne pas se sentir seul dans leur propre chaos. « Il faut que tu viennes avec nous ce soir », a dit Chloé, plantée dans l'embrasure de la salle de bain pendant que je me rasais. C'était vendredi. Je venais de finir une semaine de 60 heures de boulot dans l'entreprise de logistique que je gérais. Tout ce que je voulais, c'était commander à manger et regarder un film. « Chérie, je suis crevé », ai-je répondu, en rinçant mon rasoir. « Toi et Jessica, vous ne pouvez pas y aller seuls ? Je te fais confiance. »« Non, il faut que tu viennes », a-t-elle insisté, faisant son visage de chiot abandonné. « Jessica dit que tu ne sors plus jamais. Elle pense que tu me contrôles, que tu me cloîtres à la maison. Et puis c'est une nouvelle boîte en centre-ville. Entrée VIP, s'il te plaît. Juste quelques heures. Je veux te montrer. » C'est cette phrase qui m'a eu. Me montrer. Ou du moins, c'est ce qu'elle a dit. J'ai soupiré, regardant mon reflet fatigué dans le miroir. Je l'aimais. Vraiment. Et je me suis convaincu que je devenais peut-être effectivement un ermite. Que je devais peut-être faire un effort pour entrer dans son monde. D'accord, j'ai dit. Mais c'est moi qui conduis, et on ne reste pas jusqu'à 4 heures du matin. Elle a poussé un petit cri, m'a serré fort et est partie en courant pour se préparer. Elle a passé 2 heures sur ses cheveux et son maquillage. Elle a enfilé une robe qui était moins un vêtement qu'une suggestion, moulante, noire, avec un décolleté dangereusement profond. Objectivement, elle était magnifique. Mais alors que nous marchions vers la voiture, j'ai remarqué qu'elle échangeait déjà frénétiquement des messages avec Jessica, avec un petit sourire que je n'ai pas su déchiffrer. Je ne le savais pas encore, mais je conduisais tout droit vers ma propre exécution. La boîte s'appelait Verdict, ce qui aujourd'hui semble ironique. C'était exactement le genre d'endroit que je détestais. Souterrain, empestant le parfum cher mêlé au désespoir à bas prix, avec des basses si fortes qu'elles faisaient vibrer les dents. L'air était lourd, saturé de fumée et de sueur.
À l'instant où nous avons passé le videur pour entrer dans la salle principale, Chloé s'est transformée. C'était immédiat. Elle a lâché ma main. Sa posture a changé, de décontractée, elle est devenue arquée, calculée. Elle ne marchait plus, elle chassait. Nous avons trouvé Jessica et 2 autres filles que je ne connaissais pas près du bar. Jessica m'a dévisagé de la tête aux pieds avec un mépris à peine dissimulé derrière un sourire. « Tiens donc, regarde qui a enfin quitté sa laisse », a-t-elle crié par-dessus la musique. « Ah », ai-je répondu avec un sourire forcé. « Ravi de te voir aussi, Jess. » Chloé ne m'a pas défendu. Elle a simplement pris un shot de tequila sur le plateau que Jessica tenait, l'a avalé d'un trait et a crié « Yého » avant d'entraîner ses amis vers la piste de danse. « Tu viens » a-t-elle demandé, mais elle s'éloignait déjà. Elle n'a pas attendu de réponse. Je les ai suivis, me sentant comme un cavalier obligatoire à un bal de promo. Je suis resté en bordure du cercle, ma bière à la main, à les regarder danser. Au début, ça allait. Elles dansaient entre elles, riaient, prenaient des selfies au flash. J'ai même commencé à me détendre un peu, hochant la tête en rythme, essayant d'avoir l'air de m'amuser. Puis, la dynamique a changé. Un groupe de mecs, probablement dans la vingtaine, chemise ouverte et chaîne en or, a commencé à s'approcher. C'était comme des requins sentant le sang. Normalement, c'est à ce moment-là qu'une petite amie fait un signe, je suis prise. Un regard vers moi, une main sur mon bras, un pas discret en arrière. Chloé ne fit rien de tout cela. Quand un type aux cheveux décolorés et le bras entièrement tatou s'approcha, elle ne recula pas. Elle sourit. Secoua ses cheveux sur le côté. Lui tourna le dos et se mit à bouger. Mon corps se figea. Je bus une gorgée de bière, n'en percevant que l'amertume de la bile. Elle danse, c'est tout, me dis-je. Ne sois pas le copain jaloux. Ne sois pas le gars que Jessica dit que tu es. Mais ensuite, ses mains se posèrent sur sa taille. Je restai paralysé, observant les mains de cet inconnu se loger sur la taille de la femme que je comptais demander en mariage l'année suivante, et elle ne les repoussa pas. Au contraire, elle se renversa en arrière, s'écrasant contre lui. Frottant son corps contre le sien, au rythme des basses sourdes. Il se pencha et murmura quelque chose à son oreille, et Chloé rejeta la tête en arrière et rit. Un rire fort, exagéré. Je savais qu'il était faux, fabriqué uniquement pour flatter son ego. Je posai ma bière sur une table proche. Mon cœur ne battait pas la chamade. Étonnamment, mon pouls avait ralenti. Une clarté froide et anesthésiante s'empara de moi. Je me frayai un chemin sur la piste de danse. Je touchai l'épaule de Chloé. Elle se retourna, visiblement agacée que sa performance soit interrompue. Ses yeux étaient vitreux, ses pupilles dilatées. « Et quoi » articula-t-elle des lèvres. « On peut parler » criai-je par-dessus la musique, en désignant un coin plus calme près du bar. Elle souffla, roula des yeux vers le type contre qui elle se frottait, comme pour dire « Tu le crois, celui-là » et me suivit. Arrivé sur le côté de la piste, je me tournai vers elle. J'essayais de garder ma voix contrôlée. « Mais Chloé, tu te frottes contre ce type. Il avait les mains sur toi. C'est pas correct. Je suis juste là. » Elle me regarda avec une condescendance vraiment choquante. Elle croisa les bras, cambrant le buste, et continua à jeter des regards autour pour voir si quelqu'un regardait notre dispute. « Oh mon Dieu, Marc, dit-elle, sa voix chargée d'agacement. On danse, c'est tout. C'est une boîte. C'est ce que les gens font ici. Pourquoi tu dois tout rendre bizarre ? Je ne rends rien bizarre, répondis-je, baissant la voix. Je demande du respect pour notre relation. Tu frottes tes fesses contre l'entrejambe d'un inconnu pendant que ton copain regarde. Dans quel monde est-ce normal ? Elle fit un pas vers l'avant, se trouvant face à moi. Je sentis l'odeur de tequila dans son souffle. Tu fais une montagne de tout, cracha-t-elle. C'est un amusement inoffensif. J'ai le droit de m'amuser, Marc. Je ne suis pas une nonne. Tu me fais honte devant mes amis. C'est juste ton insécurité, parce que tu ne sais pas te détendre. L'insécurité, demandai-je, sentant une noirceur amusée monter en moi. Oui, tu m'étouffes, lança-t-elle, les mains en l'air. Et si tu ne supportes pas que je danse, alors reste planté dans ton coin à attendre que j'ai fini. Ou rentre. Comme tu veux. Mais arrête de gâcher ma soirée. Je la regardai.
Je la regardais vraiment. Je vis son eyeliner bavé. Je vis le besoin désespéré de validation dans ses yeux. Je vis comment elle continuait à regarder par-dessus mon épaule vers la piste, craignant que le type aux cheveux décolorés perde intérêt si elle restait absente trop longtemps. Et à cette seconde, je compris. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait la sécurité que j'offrais. Elle aimait l'appartement. Elle aimait les factures payées. Mais elle ne me respectait pas. Et sans respect, la loyauté n'est qu'un compte à rebours jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. D'accord, dis-je. Elle cligna des yeux, surprise par ma reddition soudaine. D'accord. Tu as raison, poursuivis-je calmement. Je fais tout un plat. Vas-y, amuse-toi. Danse avec qui tu veux. Un sourire arrogant s'étala sur son visage. Elle pensait avoir gagné. Pensait m'avoir remis à ma place, comme elle le faisait toujours. Pensait que j'irais racheter un verre et attendre sagement dans mon coin, comme un petit chien obéissant. Merci, dit-elle, en me tapotant le visage d'un air condescendant. Détends-toi, mon cœur. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Elle se tourna immédiatement et retourna en se déhanchant vers la piste. Je regardai. Je la vis aller droit au type aux cheveux décolorés. Je la vis attraper le revers de sa chemise. Je la vis se mettre à se frotter contre lui avec encore plus d'intensité qu'avant, en me jetant un regard pendant une fraction de seconde, juste pour s'assurer que je voyais. Elle me punissait. Elle me montrait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et que je l'accepterais en silence. Bientôt, elle commença à circuler entre trois types différents du groupe, riant, touchant leurs bras, se laissant tournoyer. Elle était dans son élément. Elle semblait libre. Je regardais l'heure. Il était 23h45. Je ne ressentais plus de colère. La colère s'était évaporée, remplacée par l'efficacité froide que j'utilisais au travail lorsqu'un contrat était rompu. Je lui tournai le dos. Je me dirigeai vers le bar, réglai mon ardoise et laissai $20 de pourboire au barman. Je sortis par la porte principale et sentis l'air froid de la nuit sur mon visage. J'ouvris l'application Uber. Je n'envoyais pas de message. Je ne dis pas au revoir. Je cessais simplement d'exister dans son monde. J'avais une nuit bien remplie devant moi. Faire les valises de tout un appartement prend du temps, et je voulais tout finir avant que l'alcool ne s'évapore. Le trajet en Uber jusqu'à la maison fut silencieux. Je restais sur la banquette arrière à regarder les lumières de la ville se mêler par la fenêtre. Le chauffeur me demanda si j'avais passé une bonne soirée. Oui, répondis-je. Une soirée édifiante. La première chose que je fis en rentrant fut de prendre mon téléphone. J'ouvris l'application de partage de localisation que nous utilisions pour notre sécurité. Je fis glisser mon doigt sur le visage de Chloé, et appuyai sur « Arrêter le partage ». Une petite fenêtre est apparue, demandant si j'en étais certain. Je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Quand je déverrouillai la porte de l'appartement, le silence me frappa. D'habitude, le silence d'un appartement vide me rendait solitaire. C'était un rappel des heures passées à l'attendre. Cette nuit-là, c'était différent. Il semblait paisible. Il semblait que j'avais repris un territoire occupé par des forces ennemies. Je ne m'assis pas. Je ne pleurai pas. Je ne fis pas les 100 pas en me demandant si je faisais une erreur. L'adrénaline de ce renversement courait encore dans mes veines, transformant les émotions en liste de tâches. J'allai à la cuisine et pris une boîte de sacs poubelles noirs, résistants. Je commençai par la salle de bain. Sa brosse à dents, la multitude de crèmes, le fer à lisser qu'elle oubliait toujours branché. Je jetai tout dans le sac avec un détachement clinique. Je ne cassai rien. Je déplaçai simplement des objets. Je me rendis dans la chambre. J'ouvris son côté de l'armoire. Je retirai les vêtements des cintres par brassées de robe, manteau, le jean qu'elle portait quand elle m'avait dit que j'étais ennuyeux. La lingerie qu'elle avait achetée mais jamais portée pour moi. Tout dans les sacs. Les chaussures à l'air dans un carton séparé trouvé dans le débarras. J'arrachai les draps du lit. Elle y avait dormi. Je n'en voulais plus. Je jetai tout dans le panier à linge. J'en achèterai de neuf le lendemain. Du coton égyptien, du Cher. Elle disait que c'était jeter l'argent par les fenêtres. À 00h30, je cherchais un serrurier de nuit sur Google. J'en trouvai un avec 4,8 étoiles qui promit d'arriver en 20 minutes, moyennant un tarif d'urgence nocturne.
C'est un cas d'éviction, demanda la standardiste au téléphone. Non, répondis-je, regardant la pile grandissante de sacs noirs dans le couloir. C'est une sortie. Le serrurier arriva à 1h du matin. C'était un grand gaillard, nommé et il regarda les sacs dans le couloir, puis moi. Il ne posa pas de questions. Se contenta de hocher la tête, une reconnaissance silencieuse d'une expérience masculine universelle. « Vous voulez changer le cylindre aussi ?» demanda S, sortant sa perceuse de sa ceinture. « Tout, dis-je. Je veux une clé qui n'a jamais existé avant cette nuit. » Pendant que S retirait le barillet de la serrure, un bruit étrangement réconfortant, comme un dentiste arrachant une dent pourrie, je finis d'emballer tout le reste. Je transportais les affaires dans le hall de l'immeuble. C'était un immeuble sécurisé, donc rien ne serait volé, mais ce serait assurément humiliant. Une montagne de sacs poubelles noirs, 3 cartons et un tapis de yoga appuyés contre le mur. Je rentrai et pris une feuille de papier et un marqueur épais. Je pensais écrire une longue lettre tout expliquant. Lister chaque fois où elle m'avait rabaissé, chaque comparaison avec les petits amis excitants de ses amis. Mais cela aurait signifié qu'elle méritait une explication. Cela aurait signifié que c'était une négociation. Je n'écrivis que 2 phrases. Danse avec qui tu veux. Mais pas dans mon appartement. Je scotchai le mot sur le plus grand sac, bien à hauteur des yeux. Quand est-ce terminé, je payai 3 cents. Il me tendit 2 nouvelles clés, brillantes. Elles semblaient lourdes dans ma main. Elles semblaient signifier la possession. Bonne chance, frère, dit S en rangeant ses outils. Merci, S, je crois que la chance vient juste de tourner. Je verrouillai la porte de l'intérieur, mis la chaîne de sécurité et me servis un verre de whisky. Je restai assis dans le salon pendant 10 minutes, savourant le silence absolu. Pas de drame. Pas de messages alcoolisés. Pas d'attente. Je m'endormis à 2h du matin et m'écroulai immédiatement. Je me réveillai à 10h30, naturellement, sans réveil. Le soleil entrait par les stores d'une manière que je n'avais pas appréciée depuis des mois. Je préparai du café et brouillai des œufs. Je pris mon petit déjeuner à table, écoutant un podcast, complètement indifférent au fait que mon ex-petite amie était, à cet instant même, sans endroit où vivre. À 11h15, le spectacle commença. J'entendis le ding de l'ascenseur dans le couloir. Puis des pas lourds. Ensuite, le silence. La pause pendant laquelle je sus qu'elle fixait la pile de sacs. Puis, le bruit de la clé entrant dans la serrure. Gratte. Remue. Pousse. Elle ne tourna pas. Gratte. Remue. Remue. Quoi, l'entendis-je murmurer de l'autre côté. Puis vinrent les coups. Un poing martelant la porte. Marc. Marc, tu es là. La clé ne marche pas. Ouvre la porte. Je bus une gorgée lente de café, marchai jusqu'à la porte et déverrouillai. Je l'ouvris d'une dizaine de centimètres, laissant la chaîne de sécurité tendue. Chloé était là, sous la lumière froide du couloir. Elle avait l'air d'un désastre. Son mascara coulait sur son visage. Ses cheveux formaient un nid emmêlé. Elle portait toujours la robe noire de la veille, qui à la lumière du jour paraissait bon marché et froissée. Elle sentait la vodka rance et le regret. Elle me fixa par l'entrebâillement, les yeux écarquillés entre confusion et panique. Puis, elle désigna désespérément les sacs derrière elle. Marc, c'est quoi ça? Pourquoi mes affaires sont dans des sacs poubelles? C'est une blague? Je la regardai de la tête aux pieds, l'expression complètement neutre. Ce n'est pas une blague, Chloé. C'est un déménagement. Un déménagement, elle eut un rire hystérique, incrédule. Mais tu es sérieux? Tu m'as enfermé dehors? J'ai appelé toute la matinée. Je me suis réveillé chez Jessica, paniqué, parce que tu as tout simplement disparu. Je n'ai pas disparu, répondis-je calmement. Je suis parti. C'est différent. Mais tu m'as laissé à la boîte, cria-t-elle, la voix cassante. Et qui fait ça? Tu m'as abandonné. Mais tu n'as pas été abandonné, rectifiai-je. Mais tu étais occupé. D'après ce que j'ai vu, tu étais en bonne compagnie avec 3 types. Je n'ai pas voulu interrompre tes réjouissances. Tu as dit que je faisais tout un plat, tu te souviens? Son visage devint écarlate. Elle tenta de pousser la porte, mais la chaîne de sécurité tint bon. Marc, laisse-moi entrer.
j'ai besoin de prendre une douche. On discute à l'intérieur. Non, dis-je. On ne peut pas. Elle me fixa, la réalité commençant à s'imposer. Elle regarda à nouveau le mot collé sur le sac, cette fois en le lisant attentivement. Ses yeux commencèrent à s'embuer et les larmes calculaient qu'elle utilisait toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. Mon cœur, s'il te plaît, génie-elle, adoucissant sa voix. J'étais juste bourré. Ça ne voulait rien dire. Je dansais, c'est tout. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu fais ça à cause d'une soirée stupide? Ce n'était pas une soirée, répondis-je. C'était un manque de respect. Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit que je te faisais honte, puis tu m'as tourné le dos pour te frotter à un autre homme. Tu as fait un choix, Chloé. Tu as choisi l'attention d'inconnu plutôt que mon respect. Je suis désolé, pleura-t-elle, s'essuyant le nez. Je suis désolé. D'accord, je ne le ferai plus. Laisse-moi juste entrer. Toutes mes affaires sont là, dehors. Les voisins vont voir ça, ajouta-t-elle, désespérée. Ils ont probablement déjà vu, dis-je. Et tu as raison. Toutes tes affaires sont là. J'ai tout vérifié. Même le chargeur que tu avais laissé près du canapé. Où est-ce que je vais aller? Cria-t-elle, la tristesse se transformant instantanément en colère. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont en Floride. Le canapé de Jessica est minuscule. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. Je vis ici. Mais tu vivais ici, répondis-je, utilisant le passé délibérément. Mais tu vivais ici quand tu étais ma petite amie. Mais ma petite amie ne me traiterait pas comme un plan B en boîte. Donc tu ne dois pas être elle. Mais tu es un salaud, cracha-t-elle, frappant le côté de la porte de sa main. Tout ça à cause d'une danse. Tu es un homme insécure, contrôlant, pathétique. Ces types d'hier soir avaient raison sur ton compte. La voilà. Le masque tombait. Je souris. Ce n'était pas un sourire gentil. S'ils avaient raison et sont si géniaux que ça, pourquoi ne leur demandes-tu pas de te donner un endroit où dormir? Tu avais l'air très à l'aise avec eux hier soir. Peut-être que le gars avec le tatouage dans le cou a une chambre de libre. Sa bouche s'ouvrit. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Au revoir, Chloé. Marc, attends. Je fermai la porte. Je tournai le verrou. Je restai à écouter un moment. Je l'entendis donner un coup de pied dans la porte. Puis le bruit d'un corps glissant le long du mur, sanglotant dans le silence du couloir. Je retournai à la cuisine, me resservis une tasse de café et m'assis à nouveau. Les œufs étaient encore chauds. Et pour la première fois en 2 ans, je n'eus pas à me demander si j'étais suffisant. Je savais que je l'étais. Elle n'était simplement plus la bienvenue pour le prouver. Les conséquences furent immédiates, mais pas de la manière dont Chloé s'y attendait. J'appris plus tard qu'elle passa près d'1 heure à porter elle-même ses sacs poubelles jusqu'au hall, pleurant bruyamment dans l'espoir qu'un voisin intervienne et, par honte, m'oblige à rouvrir. Personne ne le fit. Le portier, un gars nommé Henri à qui je donnais toujours un bon pourboire à Noël, assista apparemment à tout cela avec une sympathie distante, lui tint la porte et lui souhaita une bonne journée. Elle finit par atterrir chez Jessica. Bien sûr, cette même nuit, la campagne de diffamation commença. J'étais assis sur le canapé, en train de lire un livre, savourant le silence absolu, quand mon téléphone se mit à vibrer. C'était une notification Instagram. Chloé m'avait bloqué, mais n'avait pas bloqué mon frère ni nos amis communs. Elle avait posté une photo d'elle, les yeux rouges, le mascara coulant, l'air victime d'une catastrophe naturelle. La légende disait. Jeté à la rue comme un déchet par la personne qui disait m'aimer. Les narcissiques finissent toujours par montrer leur vrai visage. Sans toi et le cœur brisé, mais je me relèverai. Cœur brisé #survivante #ex-toxique. Je ressentis un léger pincement, mais ne commentais pas. N'envoyez pas de message pour me défendre. Je savais que, devant le tribunal de l'opinion publique, le silence est souvent perçu comme une culpabilité. Mais je savais aussi que se disputer avec des personnes instables ne fait que vous rendre instable à leur tour. Le lendemain, la narration commença à se fissurer. Un de nos amis communs, Dave, m'envoya un message. Dave était à la boîte ce soir-là, un peu à l'écart du groupe. J'ai vu son post. Situation lourde, mec. Mais, pour être honnête, j'ai vu ce qu'elle faisait au verdict.
Ça m'étonne que tu aies tenu aussi longtemps avant de partir. Tu vas bien? Puis, une vidéo émergea. Une des amies de Jessica avait posté un story de cette soirée en boîte, taguant Chloé. Il était encore en ligne. Je le regardais en utilisant un compte alternatif. La vidéo montrait Chloé sur la piste, pas juste en train de danser, mais pratiquement suspendue à un type que je ne connaissais pas. Elle lui chuchotait à l'oreille, la main sur sa nuque, riant d'une manière qu'elle ne riait plus avec moi depuis des années. Je fis une capture d'écran, par précaution, mais n'eus jamais besoin de l'utiliser. Le karma qui frappa Chloé ne fut pas un grand éclair cosmique. Ce fut la réalité lente et implacable de la vie adulte sans filet de sécurité. Par le bouche à oreille, j'appris que vivre avec Jessica était un cauchemar. Jessica était amusante pour les sorties, mais en colocataire, c'était un désastre. L'appartement était un chaos de vaisselle sale et de poils de chat. Il n'y avait personne pour cuisiner, personne pour payer le Uber Eats, personne pour réparer Internet quand ça plantait. La liberté de Chloé lui coûta cher. Sans mes revenus pour couvrir le loyer et les factures, elle commença à couler. Elle avait un poste intermédiaire en marketing qui couvrait à peine le minimum de sa carte de crédit, sans parler d'un loyer en ville. Elle essaya de s'appuyer sur les gars de la boîte, les mêmes qu'elle disait être bien plus fun que moi. Elle est sortie avec beaucoup de garçons. Beaucoup. Mais les bad boys qu'elle fétichisait tant l'ont traité exactement comme les bad boys traitent les femmes désespérées. Ils couchaient avec elle, disparaissaient sans explication ou demandaient à partager l'addition au Applebee's. Le gars aux cheveux décolorés de cette fameuse nuit. D'après ce que j'ai su, il a bloqué son numéro après que Chloé lui ait demandé si elle pouvait dormir quelques jours chez lui. Elle n'était pas une femme de grande valeur à leurs yeux. Elle n'était qu'une fille avec trop de bagages, et sans appartement. Pendant ce temps, je prospérais. C'est impressionnant combien d'argent et d'énergie on économise quand on arrête de vouloir remplir un seau percé. J'ai obtenu une promotion au travail. J'ai commencé à aller à la salle de sport à 6 heures du matin, parce que je ne restais plus debout tard à me disputer. Je me suis reconnecté avec de vieux amis dont je m'étais éloigné parce que Chloé ne les aimait pas. J'étais heureux. Et je pense que c'est ça qui l'a fait le plus souffrir. 6 semaines s'étaient écoulées depuis le changement de serrure. Je sortais de la salle de sport un mardi soir, ressentant cette bonne douleur post-entraînement. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le parking. J'avais mes écouteurs, j'écoutais une playlist qui ne contenait aucune de ses chansons préférées. Marc. Je m'arrêtai. Je reconnus la voix, mais elle semblait plus faible que dans mes souvenirs. Chloé était adossée à ma voiture. Elle semblait rapetissée. C'est le seul mot qui la décrivait. Son énergie frénétique avait disparu. Elle portait un jean et un sweat à capuche, des vêtements confortables mais usés. Elle avait l'air fatiguée. Ses racines étaient visibles. Sans maquillage. Elle ressemblait à la fille dont je suis tombé amoureux 3 ans plus tôt, avant que l'obsession pour les réseaux sociaux ne s'empare d'elle. Pendant une seconde, je ressentis cette douleur fantôme dans la poitrine, l'impulsion de lui demander si elle allait bien, d'offrir mon aide. Puis je me souvins des mains de ce type sur sa taille. L'interrupteur resta sur OFF. Je retirai mes écouteurs. « Mais Chloé, tu bloques ma portière. » « Je voulais juste te parler, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. Elle n'était pas agressive. Ce n'était plus la fille frappant à la porte en hurlant sur ses droits. C'était quelqu'un qui avait réalisé avoir commis une erreur catastrophique. « On n'a rien à se dire, » répondis-je, appuyant sur la télécommande. Les feux de la voiture clignotèrent, illuminant son visage. « Et s'il te plaît, Marc. Juste 5 minutes. » Elle s'approcha, envahissant mon espace personnel. « Mais tu me manques. Nous me manque. Vivre avec Jessica est un cauchemar. Je déteste ça. Je déteste ma vie maintenant. Ça a l'air difficile, dis-je d'un ton neutre. Mais ça ne me concerne pas. Comment tu peux dire ça? Les larmes commencèrent à couler. On est restés ensemble 3 ans. Tu ne peux pas tout effacer parce que j'ai fait une erreur. J'étais ivre. J'ai été stupide. Je ne bois plus depuis cette nuit, je te le promets. Elle tendit la main et toucha mon bras. Sa main était froide. J'ai compris quelque chose, Marc. Aucun de ces garçons n'arrive à la cheville de tes pieds. Ce sont des gamins. Toi, tu es un homme.
Tu prenais soin de moi. J'ai pris ça pour acquis, et je suis désolé. Vraiment désolé. Je veux rentrer à la maison. Je regardais sa main sur mon bras. Je ne la repoussai pas brutalement. Je fis juste un pas en arrière, laissant sa main suspendue dans le vide. Je ne te manque pas, Chloé, dis-je. L'appartement te manque. La stabilité te manque. Tu regrettes d'avoir perdu quelqu'un pour nettoyer tes dégâts. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Non, je secouai la tête. Et si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas humilié pour impressionner des inconnus. Tu m'as traité de dramatique parce que je demandais un respect basique. Tu as dit que je te faisais honte. Je la regardai droit dans les yeux. Je voulais qu'elle l'entende. Je t'ai vu cette nuit-là, Chloé. J'ai vu qui tu es vraiment quand tu penses qu'il n'y a pas de conséquences. Tu t'es offerte à tous les hommes dans cette salle. Tu t'es mise en exposition comme un produit en vente. Elle recula comme si je l'avais giflée. Je ne faisais que. Et c'est exactement le problème, l'interrompis-je, la voix calme et définitive. Je n'achète pas de produits qui offrent des échantillons gratuits à tout le monde. Je ne m'intéresse pas aux soldes. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La brutalité du rejet non par colère, mais par amour-propre la laissa en état de choc. Tu voulais la vie excitante, dis-je en ouvrant la portière de la voiture. Tu voulais la boîte. Tu voulais les gars qui ne jouent pas la sécurité. Maintenant, tu l'as. Tu as exactement ce que tu as demandé. Marc, s'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix brisée et désespérée. Je n'ai personne. Je montai dans la voiture et la regardai une dernière fois par la vitre ouverte. Tu as toi-même, dis-je. C'est sur toi-même que tu as toujours voulu te concentrer. Je fermai la porte. Je démarrai le moteur. Je ne regardais pas dans le rétroviseur en m'éloignant. Je n'avais pas besoin de la voir seule sur ce parking pour savoir qu'elle pleurait. J'augmentai le volume de la musique. J'avais un steak qui m'attendait dans le frigo, et un appartement silencieux et vide pour cuisiner. Ça allait être une excellente soirée. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, les amis, la morale de l'histoire est simple, si votre partenaire pense que le respect est une option et que vous êtes un meuble, rappelez-lui gentiment que les meubles, ça se met à la porte.